Let's go, nous voilà dans la deuxième partie de l'histoire du renard. Et il va être sur tous les fronts. Comme la fois où il a travaillé avec la Pologne communiste du général Witold Jaruzelski. Désolé les gars. Oui, avec les rouges, les communistes. The Fox n'est pas regardant. Alors, dans les années 80, la Pologne voulait prendre ses distances avec le voisin un peu trop encombrant qu'était l'URSS. Oui, le grand frère soviétique avait la fâcheuse tendance de s'ingérer dans le secteur les plus sensibles. C'est par exemple le cas pour tous les systèmes de communication de toutes les ambassades polonaises qui étaient sous écoute du grand frère soviétique, qui avait installé ces systèmes de communication Made in URSS. Les oreilles de Moscou entendaient tout. Par conséquent, les Polonais ont fait appel au maintenant très bien connu The Fox pour s'échapper de cette surveillance permanente. Le renard leur procure du matériel dernier cri venant de Suisse. Et le régime polonais s'est trouvé satisfait du matériel de The Fox. Il a même proposé ses services en tant que VRP en vente d'armes. Culotté le gars. Et ça a marché, car en fouinant dans les arsenaux polonais, il a récolté des informations très très importantes. Avec le renard, c'est toujours un double, voire un triple jeu. Mais entre nous, vous pensez pas qu'un service occidental n'a pas fait la même chose que Moscou? C'est-à-dire de cacher un système d'écoute pour surveiller un pays féodé à l'ennemi, l'URSS? N'oubliez pas que l'on était en pleine guerre froide. Tous les coups étaient permis. Et il régnait un climat Est-Ouest très très tendu à cette période. Donc voilà, moi je pense que les Américains et la CIA ont à leur tour posé le dispositif d'écoute, mais vraiment, ça n'engage que moi. Je vous laisse me commenter toute cette histoire pour connaître votre point de vue là-dessus. Les années 80 sont passées. Le renard n'a pas chômé. On passe maintenant dans les années 90, où de gros conflits éclatent un peu partout dans le monde, et Jacques Monsieur va montrer au monde, pas le nôtre, hein, celui des agents secrets du monde entier, celui des chefs d'État du monde, celui des dossiers classifiés, des dossiers top secrets selon les pays, et j'en passe. Bref, The Fox va jouer sa partie dans des pays en conflit extrêmement tendus et dangereux. C'est là où il excelle, où il sort du lot. Donc, le renard se lance dans le conflit des Balkans et va aussi beaucoup opérer en Afrique, où malheureusement, l'occasion de vendre des armes sont chose facile et innombrable. Et n'oublions pas l'Iran. La guerre est peut-être finie, mais les Iraniens ont toujours besoin de pièces détachées de leur avion vendus pendant la période du Shah. Et aussi, maintenant qu'ils sont plus en conflit, ils ont un stock d'armes énorme qu'ils veulent vendre au plus offrant. Et là encore une fois, de plus, ils vont faire appel à The Fox. Oui, vous avez bien entendu. Il va vendre des armes qu'il leur a précédemment vendues, et là, c'est bingo. Mais là où il va être le plus présent durant ces débuts des années 90, c'est la guerre des Balkans, à l'époque où la Yougoslavie se déchire en plusieurs pays. Et ça arrive à un moment où l'on trouve beaucoup d'armes sur le marché. Il y a le matériel en provenance d'Iran, et surtout les armes des arsenaux de l'Est européen. Les républiques de l'ex-URSS disposent d'importants surplus d'armes soviétiques, et certains officiers supérieurs vont les vendre sans aucun scrupule. Comme dans le film Lord of War, et comme pour Nicolas Cage dans le film, le renard n'a aucun problème à prendre contact avec ses officiers supérieurs en leur proposant d'arrondir largement leur fin de mois. Et entre nous, The Fox a senti tout de suite que cette guerre des Balkans était une mine d'or pour lui en tant que trafiquant d'armes. Je t'explique le plus rapidement possible le contexte de cette période de guerre. Dès le début du conflit en septembre 91, l'ONU décide un embargo général à tous les pays de l'ex-Yougoslavie. Mais en vrai, ils font une très grande erreur. Beaucoup de pays qui connaissaient le contexte trouvent ça injuste, car l'armée fédérale est principalement serbe. Il faut dire que ce sont eux les agresseurs, ils sont les mieux armés, les mieux équipés, avec du matériel dernier cri de l'époque. Des usines d'armes et des stocks abondamment remplis sont dans le territoire serbe, alors que la Slovénie, la Croatie et la Bosnie ne possèdent pas d'armée. C'est pour cela que dès le début de la guerre, les premiers succès sont serbes. Pour des trafiquants d'armes qui ont l'habitude d'acheminer des armes à des pays sous embargo, l'occasion est trop bonne pour passer à côté. The Fox a pour une de ses qualités la réactivité. Il a tout de suite compris les enjeux de cette guerre. Et il faut savoir, comme je vous expliquais avant, que The Fox l'a déjà fait avec un pays sous embargo, l'Iran. Et sans plus attendre, The Fox prend contact avec les dirigeants croates comme Franjo Tudjman, qui deviendra le premier président de la République de Croatie indépendante.
C'était un ancien officier de l'armée fédérale. Faut savoir que selon ses dires, The Fox a été missionné par la DEA pour cette guerre. Vous verrez plus tard que pour chaque accusation, The Fox dit qu'il a été mandaté par des services secrets, une sorte d'assurance tout risque. Mais en réalité, cette piste qui mène à la DEA est fort probable, car les Américains, sachant que la Yougoslavie allait se déchirer, craignaient que le socialiste Milosevic s'impose dans les Balkans, car c'était un descendant direct de la Yougoslavie collectiviste, et Washington ne voulait pas d'une deuxième Yougoslavie si Milosevic s'imposait. Donc oui, les dires de The Fox sont tout à fait possibles. A l'inverse, Tuchman est un nationaliste libéral partisan de l'économie de marché et du capitalisme, donc un profil qui plaît plus aux USA. Pour ce conflit, il y a bien sûr les Américains qui vont faire appel à The Fox, mais beaucoup plus la France. C'est les services de la France qui vont soutenir The Fox. Oui, la France, historiquement, est liée avec les Serbes. Mais comme depuis le début de cette vidéo, l'histoire officielle est très éloignée de l'histoire officieuse. Et comme pour la guerre Iran-Irak, c'est au tour de la France d'essayer d'établir un relatif équilibre entre les belligérants. Et pour toutes ces opérations secrètes, pour la partie croate, c'est un certain Tomulic, qui à lui seul a une histoire de fou. Je vous invite à rechercher son histoire, je reste concentré sur The Fox. Jacques Monsieur était mon principal interlocuteur. C'est lui en réalité qui organisait l'achat et l'acheminement de l'armement. Donc il y avait quoi? Comme je disais à l'époque, tout sauf la bombe nucléaire. Bref, côté français, c'est la DST. Oui, la DST n'est pas autorisée à travailler hors de France, mais elle dépend du ministère de l'Intérieur. Et au sein de ce ministère, il existe une société, la Sofremi, on en a parlé un petit peu avant, qui peut fournir des armes. Mais, problème, les Croates sont habitués à manipuler les armes soviétiques. Et c'est là qu'intervient Jacques Monsieur. Car grâce à l'un de ses associés slovènes, il a accès aux arsenaux de l'ancien bloc soviétique. Ce que recherchent désespérément les Croates en manque d'armes. Et pour contourner l'embargo, juste un exemple parmi beaucoup de solutions qu'avait The Fox. Alors, les navires chargés d'armes gagnaient les ports slovènes et croates lorsque c'était la marine française qui était chargée de la surveillance de la côte adriatique au nom de l'OTAN. Ils pouvaient facilement passer sous les yeux des Français complices. Ça n'était pas plus compliqué que ça. Vous comprenez maintenant l'implication de la France ? En plus, à cette période, c'est la droite qui était au pouvoir. Et elle a tranché pour la partie croate, la Croatie catholique. Et jusqu'aux accords de Dayton de 1995, où la guerre a pris fin entre les trois anciennes républiques de l'ex-Yougoslavie, il a été livré pendant cette période pour des centaines de millions de dollars. Faut savoir que les Américains et la CIA étaient eux aussi de la partie. Donc je vous laisse imaginer l'ampleur et la masse d'armes que ce conflit a généré, sans parler de tous ces morts. C'est aussi pour ça que l'on appelle les gars comme The Fox les marchands de morts. Leur surnom n'est pas galvaudé. Et je trouve que le film Lord of War nous montre bien ce détachement qu'ont ces vendeurs de morts. Bref, revenons à notre sacré numéro, le renard. Après avoir acheminé et réussi un tour de force dans les Balkans, on peut dire que The Fox vit son âge d'or. Il est sollicité de partout, il achète des armes dans le monde entier et brasse des sommes considérables. Il déploie une ingéniosité bluffante pour transformer des armes en innocents produits médicaux ou en matériel pétrolier. Il a le savoir-faire pour obtenir ces fameux certificats d'exportation. Celles que les douanes belges ont interceptées, car oui, il n'a pas fait que vendre des armes aux Croates durant la guerre des Balkans. Il en a vendu aussi aux Bosniens musulmans. Vraiment, rien ne l'arrête. On ne peut pas parler de The Fox sans oublier l'Afrique. Mais avant, je vais vous parler d'une grosse erreur qu'a commis le renard, car durant plusieurs années, le renard entretient des liens étroits avec l'Iran. Et les Iraniens ont vu le retournement de situation qui s'est passé en Afghanistan, quand les Moudjahidines afghans ont été aidés par les Américains durant la guerre qui éclatait entre Russes et Afghans. Les missiles Stinger ont causé la défaite des Russes et les Iraniens les voulaient absolument. Mais Washington interdisait toute vente de ces Stingers, de peur qu'ils tombent dans les mains de fanatiques iraniens. Le renard a voulu passer outre les interdictions, mais malheureusement pour lui,
la vente ne s'est pas faite. Et pire, les Américains ont eu vent de cette transaction échouée. Ils n'ont plus eu confiance en lui. Pire, les Américains sont prêts à tout faire pour le mettre hors circuit. Le renard se met à dos le plus grand pays du monde. Et surtout, il est dans l'œil du cyclone, celui de la CIA. Voilà pour la grosse mésaventure de The Fox, qui aura, je pense, des conséquences. Passons, on verra ça plus tard. Je veux parler de l'Afrique et de Jacques Monsieur, qui s'est dirigé vers le Congo-Brazzaville, déchiré par une interminable guerre civile. Il y a deux camps, mais le renard a toujours prétendu vendre qu'à des gouvernements légitimes. Donc, le renard s'adresse au président démocratiquement élu, Monsieur Lissumba, qui affronte deux milices, dont l'une qui s'appelle les Cobras, dirigée par l'ancien président qui veut revenir sur son trône, Sassou Nguesso. Donc le président fraîchement élu, Lissumba, en difficulté, a besoin d'équipements militaires, de beaucoup d'armes pour contrer les offensifs des deux milices. C'est là qu'intervient The Fox. On connaît, il est connu pour exceller dans ce genre d'opération. Mais le renard se trouve face à un problème. Des armes, ça coûte cher. Et le président fraîchement élu n'en a pas. Malheureusement pour ce continent africain qui regorge de matières premières, une société comme Elf va rentrer dans la danse. Car la seule richesse du Congo-Brazzaville, c'est son pétrole. Eh oui, il y a un dessous de France-Afrique dans cette histoire. Oui, je parle de ces années sombres pour l'Afrique, pillée de ses richesses. Je vais pas trop m'égarer car le sujet me... Bref. Elf intègre le deal et prête de l'argent. En contrepartie, le Congo hypothèque sa production future de pétrole à la firme Elf. Une fois l'argent reçu, en 1997, The Fox va effectuer avec sa société 12 livraisons. Dans ses voyages, il transportait des missiles, des hélicoptères de combat et même 3 avions de transport Antonov 12. Tout l'équipement venait d'Iran. C'était tout bénef pour lui. Il va même proposer des pilotes et mécaniciens ukrainiens. En vrai, des mercenaires. Rien ne l'arrête. Toute cette opération est dirigée par son équipe de terrain. Il y a même un ancien responsable de la sécurité de la société Lucher, qui deviendra aussi le responsable du service d'ordre du Front National. Passons. On est en 1997. Les Cobras gagnent et Lissumba perd. La guerre est chassée. C'est Sassou Nguesso qui reprend le pouvoir. C'est quand même bizarre. The Fox approvisionne les troupes de Lissumba, mais il perd la guerre. Quand je vous parle de la France-Afrique, la France, conseillée par les responsables d'Elf, vont faire un volte-face et soutenir Sassou Nguesso alors qu'au début des hostilités, les deux parties soutenaient Lissumba. Je pense, et ça ne tient qu'à moi, car The Fox ne l'a jamais confirmé, la France lui a demandé de livrer des armes à Sassou Nguesso en parallèle des livraisons à Lissumba. Et qu'est-ce qui a été négocié? Ça, on ne le saura jamais. N'empêche que Sassou Nguesso, le président qui avait perdu démocratiquement aux élections présidentielles, cette élection était supervisée par la France et les instances africaines, et ben lui récupère un joli arsenal de guerre vendu par le renard. Mais il ne veut pas payer. Alors The Fox se tourne vers Elf, qui elle aussi rechigne à payer. Le renard ne lâchera pas l'affaire. Il les menace, envoie ses avocats, met une pression dingue et menace de révéler des sombres affaires dont Elf est trempé jusqu'au cou. Elf capitule à moitié. Et au final, cette affaire est réglée dans un grand hôtel à Genève, où Elf paye que 5 millions des 15 millions de dollars convenus initialement. Mais le renard se voit ouvrir le marché des armes angolais et celui du Congo grâce à Elf, qui lui promet de le soutenir en compensation des pertes au Congo, car oui, Elf est aussi en Angola. Donc voilà, encore une affaire digne d'un film hollywoodien. Ce Jacques Monsieur, je pourrais vous en parler pendant des heures, car il a été le plus grand trafiquant d'armes au monde. Il a eu une vie de fou. Il a livré des armes à des dizaines de pays dans le monde. Je vais vous faire la liste, vous n'êtes pas prêts. Il y a la Pologne, la Chine, le Qatar, le Venezuela, l'Équateur, l'Iran, la Croatie, la Bosnie, le Pakistan, l'Indonésie. Pour la partie Afrique, et je sais que j'en loupe, il y a la Libye, il y a le Tchad, Angola, Congo, Brazzaville, Mauritanie, Côte d'Ivoire, RDC, Congo,
Afrique du Sud, Burundi et bien d'autres. Toutes ces affaires lui auraient apporté des centaines de millions de dollars, bien répartis et bien cachés. Mais après l'affaire avec Elf, où il les avait menacés de divulguer des dossiers compromettants et qui avait fait grand bruit dans le monde des services secrets, il semblerait qu'après les Américains et les Stingers qui voulaient vendre dans le dos de la CIA pour les ayatollahs, que c'est au tour des Européens de lâcher avec l'histoire Elf. Dans cette histoire, les Belges ont de l'avance. À Bruxelles, Jacques Monsieur a épuisé 6 magistrats et 7 enquêtes judiciaires. Son cas n'a jamais dépassé le stade de l'instruction. Trop de secrets autour de The Fox. Il est invoqué le secret d'État à chaque fois. Il sait trop de choses pour que le pays en question le laisse parler à la barre. Et il sait en jouer. Faut savoir qu'à chaque fois qu'il a été mis en cause, il les préviendra, mais les magistrats étaient bien obligés de constater qu'il avait des appuis très influents, dépassant les frontières. Et puis en 1993, un juge trouve le bon angle, celui du droit des sociétés. Faux en écriture, non-respect des procédures d'autorisation sur le commerce du matériel de guerre, autant de chefs d'inculpation qui permettent de mieux cerner le rôle joué par Matimco, société créée par Jacques Monsieur pour servir de coquille légale aux circuits financiers qui alimentent les trafics d'armes. Faut savoir qu'en 1996, les magistrats belges transmettent une commission rogatoire à leurs collègues français qui, immédiatement, font une perquisition avec leurs collègues belges dans le haras situé à Lignières au sud de Bourges, dans le centre de la France. Lorsqu'ils pénètrent dans le haras de Jacques Monsieur, les gendarmes n'en croient pas leurs yeux. Dans cette vaste demeure, les enquêteurs français et les collègues belges agissent sous commission rogatoire internationale d'un magistrat de Bruxelles. Ils découvrent une montagne de documents, des fax, des bordereaux de commande, des revues, des catalogues vantant les mines les plus meurtrières du monde, bref, les archives presque complètes de 20 ans de vie professionnelle d'un marchand d'armes. C'est fou que le renard ait laissé tous ces documents sans les avoir cachés. Il y a 3 solutions à mon avis. Soit le renard était très négligent, soit il était persuadé de son impunité, soit il l'avait délibérément laissé à la vue de tous pour embarrasser les pays en cause et les forcer à le protéger. Car toutes les preuves étaient là, sous les yeux des enquêteurs. Ils ne peuvent pas les cacher. Face aux gendarmes, l'homme est affable, le sourire confiant, car, dit-il, ces protections permettront d'étouffer l'affaire. En quittant la propriété d'une centaine d'hectares, les gendarmes français savent qu'ils ont du pain sur la planche. Avec le magistrat instructeur Gérard Canol, ils vont éplucher plus de 3000 pièces pour décortiquer les documents des opérations organisées dans le monde entier. Et comme The Fox leur avait dit, le magistrat belge le laisse libre. Oui, libre. Ils ne veulent pas que le renard se mette à table devant toutes les journalistes. Alors, The Fox partira aussitôt en Afrique reprendre ses affaires. Mais les ennuis ne font que commencer. En 1998, 2 ans plus tard, la France, via le ministère de la Défense, dépose une plainte sur la législation sur le commerce des armes. C'est juste au moment où le renard est en conflit avec Elf. Vous faites le rapprochement ? La justice prend tout son temps et en attendant, The Fox continue à faire ce qu'il fait de mieux. Faut savoir que tous ces ennuis arrivent à un autre trafiquant d'armes que je vous ai cité auparavant. Pierre Falcon, lui est français et opère avec la couverture des Français. Lui aussi lâché par l'Occident. Tout s'enchaîne. En 1999, 2e perquisition et interdiction de voyager. Le renard prend peur et quitte la région pour la Provence, où il stocke une partie de ses archives. Puis, en 2000, malgré qu'il n'ait plus de passeport, le voilà parti pour l'Afrique en Côte d'Ivoire. En novembre 2000, The Fox se rend en Iran, où il a de nombreux contacts très haut placés. Et il reste un moment, jusqu'au jour où il est arrêté et envoyé aux oubliettes. Et oui, ses appuis le lâchent un par un. Je pense que les Iraniens ont été influencés du fait que The Fox perdait 1 à 1 ses soutiens. Et aussi peut-être que Elf a joué un rôle là-dedans. On ne le saura jamais. Mais pour preuve, au même moment, une 3e perquisition était menée dans sa nouvelle maison. Les Iraniens disent
détenir un espion belge, puis ivoirien, car Jacques avait un passeport ivoirien en rentrant en Iran. Bref, incarcéré, il va y passer quelques mois. Il faut que je vous précise une chose. Cette mise à l'ombre du renard a quelque chose à voir avec le nucléaire. The Fox, qui avait essayé de mettre au point une filière de fourniture d'uranium congolais vers l'Iran, sans succès, a peut-être approché de trop près certains secrets iraniens. C'est connu, l'Iran a toujours voulu s'équiper de la bombe nucléaire. Même en ce moment où je vous parle, des tensions existent sur ce sujet. Et il fallait bien ça, car malgré les protections dont il dispose, il n'a pas échappé à la prison. Il va être dans une prison militaire. Il se fait juger par un tribunal militaire de Téhéran, qui l'a condamné à l'issue d'un procès à huis clos à 10 ans de réclusion criminelle. Peine commuée à une amende de 400 000 $, moyennant quoi il abandonnait toute possibilité de faire appel. De grosses négociations ont eu lieu. Il fera en tout 1 an et demi. Il dira dans un interview: ce que les Iraniens voulaient savoir, je leur ai dit, le moins possible. Les Iraniens se sont satisfaits de ce que je leur ai dit. Le jour de mon départ, un des chefs du contre-espionnage m'a dit, en anglais: nous savons très bien que vous nous avez pas tout dit, mais nous sommes obligés d'accepter ce que vous nous avez dit, et nous sommes obligés de vous laisser partir. Vous pensez que c'est fini? Eh bien non, car pendant son incarcération, Jacques a été jugé en Belgique et a pris 5 ans de prison ferme. Et la France l'attend de pied ferme. Pour preuve, les deux pays ont lancé un mandat d'arrêt international à son encontre. Malgré ça, The Fox est bien décidé de rentrer en Europe pour se justifier et pour affirmer une fois de plus que son commerce d'armes a toujours été commandé par des services secrets et donc par des États. En 2002, voilà The Fox qui prend l'avion pour la Belgique. Il fait une escale à Istanbul. Des douaniers montent dans l'avion et arrêtent le renard. Le voilà menotté, envoyé en prison en Turquie. Tout cela donne l'impression que l'on veut retarder au maximum la venue de The Fox en Belgique. Les Turcs exécutent le mandat d'arrêt international, mais c'est bien en prison, en Turquie, que tout va se jouer, et non au tribunal belge. Ses avocats négocient directement les conditions de son retour. Les négociations dureront 5 mois. Après ça, en décembre 2002, il peut à nouveau être jugé en Belgique, où il sera bien présent cette fois-ci, avec ses conditions. Ça sera à huis clos. Comme si on voulait éviter le grand déballage à la 49e chambre du tribunal correctionnel de Bruxelles, spécialisé dans les affaires financières. Il lui inflige une peine sur mesure, 40 mois de prison avec sursis et 4 997 €, une condamnation inférieure aux réquisitions de l'avocat général, 3 ans, dont un ferme. Jacques Monsieur se sent menacé de toutes parts. Il va riposter en accordant pendant sa libération surveillée quelques interviews, où il distille sa vérité. Il se voit en James Bond, appelé par les différents services secrets occidentaux pour venir à la rescousse de pays en difficulté. Mais en même temps, il se montre exprès sous les projecteurs. C'est une des meilleures défenses quand on est acculé comme lui. On sait que beaucoup d'agents secrets, d'informateurs, agents doubles sont décédés de façon accidentellement bizarre. C'est pour cela que je pense que The Fox s'est protégé de la sorte. On connaît que trop bien les différents services et leurs méthodes pour faire taire un homme qui pourrait les compromettre. C'est un monde à part, vraiment. Passons. Il se rend en France en 2008, lui et ses acolytes. Et malgré les charges très lourdes qui pèsent sur The Fox et ses accusés, et ses co-accusés, c'est encore des peines avec sursis pour tout le monde. Et ses avocats invoquent le fait que l'on ne peut pas juger un homme 2 fois sur la même affaire. Il a exigé que ce soit à huis clos. Et il lui sera refusé que des agents de la DST témoignent. Le président n'a pas voulu les entendre, trop compromettant. Donc voilà, The Fox libre comme l'air. 2009, ça finit plus. 2009, les Américains rentrent au jeu. Et en février 2009, le marchand d'armes tombe dans le piège d'un agent fédéral américain qui se fait passer pour un émissaire iranien à qui il avait émis le souhait d'acheter des moteurs pour des avions de combat F-5 à destination de l'Iran. Téhéran
avait acquis ces avions construits par le fabricant américain Northrop avant l'imposition des sanctions en 1995 et souhaitait apparemment les moderniser. L'agent secret devait exporter les pièces détachées de Mobile vers la Colombie, puis vers le Venezuela, enfin vers l'Iran. Monsieur avait été secrètement inculpé par le tribunal en Alabama, puis arrêté à New York en 2009. C'est pour ça qu'ils veulent le faire venir. Et oui, l'agent du FBI l'avait attiré aux États-Unis pour pouvoir lui mettre les mains dessus. Vraiment, ce gars a eu 1000 vies. Il ira en prison et pendant 13 mois, The Fox va négocier sa libération. Et selon le procureur, tout a été décidé à huis clos, entre le juge, le procureur et l'avocat de la défense. Il écopera de 23 mois de prison. Comme il en avait fait 13, il lui reste que 10 mois à faire. Il est sorti en 2011. Là encore, il s'en sort bien car les Américains, eux aussi, ne voulaient pas qu'il fasse appel et que ça monte plus haut. Donc, ils se sont arrangés ainsi. C'est sûr et certain que The Fox avait un solide joker dans ses mains. Moi, je pense à quelqu'un de confiance, qui a toutes les preuves en sa possession. Tout ce qui implique les services secrets avec qui The Fox a travaillé. Et s'il venait à mourir, cette personne aurait des instructions bien précises pour rendre tout cela public. On parle d'un trafiquant d'armes international. Je vous ai exposé les faits. C'est un marchand de mort. Mais non, il s'en sort toujours. Pour finir, c'est pas si loin. En 2017, il est reconnu coupable d'avoir livré illégalement entre 2006 et 2009 des centaines d'armes automatiques, munitions, tanks, hélicoptères, avions et autres matériels militaires à des pays en guerre. Il est condamné à 3 ans de prison et une amende de 300 000 euros. Jacques Monsieur a fait appel de la décision et en octobre 2017, il est finalement condamné à une peine plus lourde de 4 ans de prison et une amende de 1,2 million d'euros. Il est notamment condamné pour appartenance à un gang criminel, contrairement au premier jugement. Là, il commence vraiment à s'énerver, les Belges. Une vraie traque. Suite à ce jugement, il s'est enfui et vivait caché à Évora, au Portugal, où il a été arrêté par une équipe spéciale de la FAST. À la demande du tribunal belge, un mandat d'arrêt international avait été délivré. Sa trace avait été trouvée à Tarascon, en France, où il a acheté une maison de campagne au mois de mars. Il possédait également un nombre conséquent de chevaux. En 2018, 9 bêtes ont été emmenées au Portugal par un éleveur français. Le prix du transport, 2500 €, n'a jamais été réglé. Mais cette piste a été très utile aux enquêteurs du FAST, puisqu'elle les a conduits à Évora. C'est la collaboration intense entre les forces de l'ordre belges, françaises et portugaises qui a permis l'arrestation de Jacques Monsieur dans une discrète maison de campagne avec écurie. En revanche, The Fox échappe à une confiscation record de 8,59 millions d'euros. Il doit être, depuis, sorti de prison et doit couler une belle retraite au soleil avec tous ces millions amassés. Alors, qu'en pensez-vous ? Ok, il a fait un métier vraiment spécial, trafiquant d'armes. Vous savez, quand je repense à son histoire, il y a plusieurs points de vue que l'on peut avoir. Il y a le point de vue classique, c'est un vendeur de mort. À cause de lui, des milliers de civils, des militaires sont morts. Je suis ok pour ce point de vue que je partage. Il y a le point de vue des pays qu'il a aidés, alors qu'ils étaient seuls, sans ressources et sous embargo international. Je pense à la Croatie, la Bosnie. Ces gens-là, si on parle de The Fox, ils vont prendre sa défense car lui leur a donné un espoir, et même plus, ne pas disparaître comme pays, tout simplement. Et c'est un point de vue que je peux comprendre. Il y a son point de vue à lui, qui dit que c'est d'abord un agent de renseignement et que la vente d'armes était un mal nécessaire, une couverture pour glaner des informations vitales importantes pour les Occidentaux. Moi, j'y crois pas, car il a fait ses ventes d'armes tout seul, sans aller glaner des infos pour des pays, je pense au continent africain. Et je vais m'arrêter là pour les points de vue. Il y en a encore. Dites-les moi en commentaire.
Mais de toute façon, on ne pourra pas lui enlever son efficacité. Le fait que c'est un casse-cou qui a su bien s'entourer dans un monde de services secrets où la parole ne tient qu'à celui qui la croit. Évitez de se faire éliminer par les mêmes services qui vous ont soutenu. Tout cela en devenant multimillionnaire, vraiment, c'est ce que l'on appelle un personnage à part. Oui, je sais, on peut dire qu'il s'est fait de l'argent avec le sang d'innocents. Je suis tout à fait d'accord avec cette idée-là. C'est des marchands de mort. Je sais même pas comment il arrive à dormir. Des milliers de morts qui, s'ils n'étaient pas intervenus, auraient vécu plus longtemps. Bref, c'est un personnage qui a dû se persuader qu'il faisait du bien. Ça ne lui donne aucune excuse. Mais n'empêche qu'à l'heure où je vous parle, il y a encore des Jacques Monsieur qui ont pris le relais. Et on sait tous que des trafiquants d'armes comme The Fox sont indispensables pour contourner les embargos sans l'accord des États occidentaux qui font des embargos et derrière font appel à des gens comme The Fox. Sans l'aide des services secrets, les trafiquants ne pourraient rien faire. Impossible de passer sous les radars des embargos quand ils sont bien protégés. Et il faut savoir, selon les dires d'un ex-agent de la CIA, qu'il faudrait qu'1 an pour que tous les grands trafiquants d'armes soient arrêtés. Car n'oublions pas, un petit monde très confidentiel, les vendeurs d'armes. Et ne surtout pas oublier qu'ils sont qu'un pion dans l'échiquier mondial, pion interchangeable. Et il ne faut pas s'arrêter à Jacques, mais à ces pays qui, eux, ont toutes les cartes en main. Et surtout, forcer avec un tribunal populaire des gars comme le Renard à témoigner pour mettre en lumière toute l'hypocrisie des États en question. Bref, en train de virer dans le monde des bisounours, ce monde n'existera malheureusement jamais. Sur ce, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Je repars fouiner sur le net une autre histoire.